vous êtes convoqué à la Cour nationale du droit d'asile, vous vous posez des questions sur quelles sont les personnes présentes lors de votre audience. Dans cette vidéo, je vais vous détailler toutes les personnes présentes à cette audience et leurs compétences, que ce soit les juges, les interprètes, les rapporteurs, les assesseurs. Sachez également que les personnes présentes lors de votre audience ne sont pas les mêmes si vous êtes en procédure normale ou que vous soyez en procédure accélérée. Plus il y a des subtilités. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'asile de A à Z. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la question des personnes présentes à la CNDA, à la Cour nationale du droit d'asile. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quelles sont les personnes présentes. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur l'audience et vous m'avez dit que vous n'avez pas tout bien compris. Vous aimeriez savoir quelles sont les personnes réellement présentes à la Cour nationale du droit d'asile. Donc, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous les différentes personnes présentes. Je vais pouvoir vous donner le rôle, le but des personnes présentes, leur mission, leurs compétences à la Cour nationale du droit d'asile. Donc, vous êtes convoqué à la Cour nationale du droit d'asile. Cela signifie que votre dossier a été rejeté par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA. Donc, les personnes présentes à la CNDA vont dépendre de 1. Si vous êtes placé en procédure normale ou en procédure accélérée. Parce que quand vous êtes en procédure accélérée, quand vous êtes à la CNDA, les personnes présentes ne sont pas les mêmes que quand vous êtes en procédure accélérée. À titre d'exemple, au niveau des juges, quand vous êtes en procédure normale, vous avez droit à 3 juges. C'est ce qu'on appelle généralement la formation collégiale. Quand vous entendez parler de collégialité, j'ai une personne qui m'avait aujourd'hui dit, mais collégialité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il y aura 3 membres. Donc, il y a un président du jugement qui est généralement le magistrat et ensuite il y a 2 autres jugés qui est l'assesseur. Donc, on a un assesseur qui est nommé par le HCR, c'est-à-dire le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, un assesseur nommé par le HCR, et on a un deuxième assesseur qui est nommé par le Conseil d'État. Donc, quand vous êtes en procédure normale, vous avez droit à 3 juges. Mais malheureusement, si vous êtes en procédure normale et que votre dossier a été rejeté, rejeté par l'OFPRA parce qu'il était irrecevable, vous n'aurez qu'un seul juge. Donc, c'est-à-dire que, je vais reprendre pour que vous puissiez comprendre. Donc, quand vous êtes en procédure normale, vous avez droit à 3 juges à la Cour nationale du droit d'asile. Mais encore, la subtilité, c'est que si vous êtes en procédure normale et que votre dossier a été rejeté parce qu'il était irrecevable, vous n'aurez pas 3 juges, vous n'aurez qu'un seul juge. C'est ce qu'on appelle les juges uniques. Si vous êtes placé en procédure accélérée, vous n'aurez dans tous les cas qu'un seul juge. Au cours de ma vidéo, je vais pouvoir vous donner les pour et les contre de quand on a 3 juges ou quand on a un seul juge. Je vais continuer peut-être sur les personnes présentes. Donc, dans un premier temps, vous avez les secrétaires. Donc, la secrétaire, son rôle, comme son nom le dit, si vous avez des secrétaires autour de vous, vous savez bien que les secrétaires sont chargés d'inscrire, d'appeler les rôles inscrits au rôle de l'ordre de leur inscription. C'est-à-dire que la secrétaire va pouvoir appeler, je ne sais pas, ce jour-là, il y a plusieurs rôles qui sont inscrits et elle va pouvoir les appeler. Elle va dire monsieur un tel, madame un tel, elle va vous appeler au fur et à mesure de l'ordre de votre inscription. La secrétaire également est chargée de noter. Elle est là pour prendre des notes, prendre des notes. Souvent, elle peut aussi enregistrer tout ce qui va être dit pour pouvoir se situer dans ses notes et pouvoir bien les transcrire. Ensuite, donc je vous ai parlé de la secrétaire dans un premier temps. Ensuite, vous aurez un rapporteur. Donc, le rapporteur n'influe en aucun cas sur la décision. Comme son nom le dit, le rapporteur est chargé de rapporter les faits. C'est-à-dire que le rapporteur va pouvoir lire les faits et pouvoir le rappeler dans quel contexte vous demandez à être entendu ce jour à la cour. Je vais prendre un exemple tout simple. Moi, aujourd'hui, imaginons que moi, je suis à la Cour nationale du droit d'asile. Le rapporteur va me présenter, donc, Madame telle, qui demande le recours, qui a déposé une requête
parce que elle va expliquer pourquoi je dépose. En fait, c'est factuel. Elle n'a pas un droit de regard, elle n'a pas un droit de décision sur son rapport qu'elle donne. En fait, c'est des faits factuels comme présentés, comme envoyés. C'est-à-dire qu'elle aura les faits selon l'OFPRA et également, elle aura les faits de la requête qu'a déposé votre avocat. Donc, on a parlé de la secrétaire, qui est la première personne présente. Ensuite, on a les rapporteurs. Je vous ai dit, les rapporteurs n'ont pas leur rôle à dire. C'est des personnes qui vont lire à chaque fois ce qui a été noté dans votre rapport et dans votre requête. Ensuite, on a le président du jugement, c'est-à-dire le président, c'est le magistrat qui va coordonner la séance. Et à côté, on a deux accesseurs. Ce que je vous ai dit en tout début de vidéo, c'est que si vous êtes en procédure normale, donc il n'y aura pas un seul juge statuant, il y en aura trois. Donc, il y aura donc le juge accesseur dont je vous ai dit, le premier juge accesseur, on aura un deuxième juge accesseur et on aura un troisième. Après, on aura le président. Donc, c'est le président qui donnera à tour de rôle la parole. Vous aurez votre avocat. Donc, je vais reprendre. Donc, on a la secrétaire ou le secrétaire, ça va dépendre. On a ensuite le rapporteur. On a les trois juges. Si vous êtes en procédure normale et que vous n'avez pas, votre dossier n'a pas été rejeté car irrecevable. Vous avez ensuite votre avocat qui sera assis tout près de vous pour vous défendre. Vous aurez, si vous avez fait la demande, un interprète. dont l'interprète sera chargé de traduire tout ce que vous aurez dit, tout ce qui sera dit lors des débats. Et on aura un quatrième souvent, pas très souvent, donc c'est pas systématique, un représentant de l'OFPRA. Donc un représentant de l'OFPRA qui va venir donner des observations sur la décision du président de l'office. Pourquoi le président finalement a décidé de rejeter ou alors a rejeté votre dossier. Donc si je récapitule, secrétaire, rapporteur, les juges, l'avocat, l'interprète et un représentant de l'OFPRA qui peut ou pas être présent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, le président va pouvoir donner la parole. Donc, la secrétaire va vous appeler à vous présenter et ensuite, le président va pouvoir donner la parole au rapporteur. Une fois que le rapporteur aura présenté les faits de façon factuelle, c'est-à-dire sans jugement, l'avocat peut décider de prendre la parole tout de suite pour pouvoir expliquer ses observations, dire en quoi aujourd'hui vous méritez ou non d'avoir un statut. Vous méritez surtout, parce qu'il est là pour vous défendre, vous méritez une révision, voilà, un octroi de statut de réfugié ou une protection subsidiaire. Ensuite, il y aura une phase de questionnaire ou de questions où les juges vont vous poser des questions. À chaque fois, si vous avez demandé la présence d'un interprète, l'interprète pourra traduire les questions qui vous seront posées. Aussi, je tiens à vous rappeler que quand le rapporteur va présenter va faire votre rapport, les faits qui ont été rédigés par les deux parties, le rapporteur, après la présentation, l'interprète doit systématiquement vous le traduire. Donc, tout ce qui va être dit par le rapporteur vous sera traduit par votre traducteur. Donc, une fois que la séance va être ouverte et que les juges vont vous poser des questions, ce qui va se passer, c'est que quand votre avocat va prendre la parole, c'est seul à ce moment-là que l'interprète ne vous le traduit pas. Parce que l'interprète part du fait que vous avez déjà échangé avec votre avocat. Votre avocat est là pour vous défendre. Et donc, c'est le seul moment où vous n'aurez pas certainement la traduction. Quand les avocats détaillent les éléments qui permettent, des éléments qu'ils ont préparés pour votre défense, cette partie-là ne sera pas traduite, malheureusement. Mais bon, après, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que ce sont les faits. L'avocat a pris le temps d'étudier avec vous, de travailler avec vous sur votre recours. Donc, il sait exactement, vous avez convenu des éléments sur lesquels il devait baser sa défense. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Donc, une fois que la séance est terminée, le président va demander aux personnes présentes de pouvoir quitter la salle et va pouvoir délibérer. Pour délibérer, les juges, donc en formation collégiale, sont 3. Donc, quand il y a 3 juges, il y a forcément 3 avis.
Donc, ce qui va se passer, c'est que s'il y a 3 avis, ça veut aussi dire, moi, j'ai souvent entendu les gens me dire que quand il y a 3 juges, ça donne plus de probabilité, c'est-à-dire on a plus de chances d'obtenir un statut que quand il y a un seul juge. Ben, moi, je pense que c'est, voilà, ça dépend. Donc, comme il y a 3 juges, ce qui va se passer, ce qui va se jouer, ce sera à la qui va emporter. C'est-à-dire que c'est à la majorité. C'est-à-dire que si vous avez 3 juges, imaginons moi, je suis à la CNDA, je suis passé, j'ai présenté, je me suis présenté, ils m'ont posé les questions que j'ai pu répondre. À la fin de la séance, on me demande de partir. Donc, il y a 3 juges. Donc, 2 juges, le juge A, B et C. A et B sont pour moi, donc A et B souhaitent qu'on m'octroie le statut et le C est contre. Ce qui va se passer, c'est que c'est à la majorité. Donc, vu qu'il y a plus de voix qui concourent à l'obtention, j'aurai mon statut. Mais si 2 sont contre, il n'y a qu'un seul que vous avez pu convaincre, malheureusement, vous n'aurez pas votre statut. Donc, en fait, voilà ce qui se passe à la Cour nationale du droit d'asile. Je vais faire un petit laïus sur les juges uniques. Donc, il est possible également que quand vous êtes convoqué à la Cour nationale du droit d'asile, que vous n'ayez qu'un seul juge. Donc, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, un seul juge ne concerne que les personnes qui ont été placées en procédure accélérée. Comme son nom l'indique, votre procédure est censée être accélérée. Donc, à la Cour nationale du droit d'asile, vous n'aurez qu'un seul juge qui va statuer pour cette affaire-là. Donc, ce qui va se passer également, c'est que si votre dossier a été rejeté car irrecevable à l'OFPRA, vous aurez également, même si vous étiez en procédure normale et que votre dossier a été rejeté car irrecevable, vous aurez également, lors de la requête, lors de l'audience, qu'un seul juge. Donc, l'avantage d'avoir qu'un seul juge, c'est que votre sort n'est remis qu'à la main d'une seule personne. C'est-à-dire que si vous avez réussi à apporter des éléments convaincants, le juge peut pencher vers l'obtention d'un statut. À la différence de la formation collégiale où il faut convaincre au moins 2 personnes, là, vous n'avez qu'à convaincre une seule personne. J'ai souvent coutume de dire que le jour de ce rendez-vous-là, posez-vous parce que ça peut être impressionnant d'avoir autour de la table plus de 6 personnes qui sont là à vous écouter, à vous entendre. Mettez-vous dans des conditions, présentez les faits tels que vous les avez vécus, donnez des exemples si on vous les demande et dites-vous toujours que le juge présent a besoin d'être convaincu, a besoin de comprendre. En fait, le juge a besoin d'entrer dans vos baskets et se dire, si j'avais été à la place de cette personne-là, est-ce que j'aurais voulu partir? Est-ce que les menaces qui pesaient sur moi m'auraient contraint à partir parce que menacé? Donc, dites-vous ça, en fait. J'espère que dans cette vidéo, vous avez pu comprendre finalement les personnes qui composent, les personnes présentes à l'audience de la CNDA. N'hésitez pas, comme vous avez l'habitude de faire, de me poser des questions sous mes vidéos pour que je puisse vous apporter des réponses. Par contre, si vous n'êtes pas connecté, c'est pas normal. Si vous n'êtes pas, abonné, c'est pas normal parce que mes vidéos, elles sont gratuites. Je prends le temps de vous faire ces vidéos-là. Je prends sur mon temps personnel. Je suis pas, voilà, donc je ne vous demande rien. Elles sont carrément gratuites. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez-la si jamais vous pensez que les informations que je partage avec vous vous aident. Moi, j'ai rencontré quelques personnes en milieu de semaine qui m'ont dit que mes vidéos étaient très intéressantes et que dommage que je ne sois pas assez active sur la chaîne. Donc, comme je vous l'avais promis en début d'année, j'essayerai tant bien que mal de trouver des moments pour filmer, que ce soit en voiture, quand je suis en rendez-vous à l'extérieur ou que je sois, j'essaierai de vous faire des vidéos. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours avec vos commentaires, vos questionnements. Je récupère ces questions-là et ça me permet de repréparer des vidéos derrière. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et on se dit à très rapidement. Je sais pas, je vais vous refaire une vidéo d'ici ce week-end pour vous parler d'un autre sujet que je vais trouver utile à partager. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.